Je vais vous parler vite fait de la fin des internets, parce que je me suis dit peut-être que vous voudrez revenir, là-dessus. Parce qu'en fait, tout le monde s'en bat les couilles, non? Oh les gars, ça m'a sidéré quand même ce truc. Sur le chat d'Ultia, il y a quelqu'un du chat qui en a parlé. Ah bon? C'est vrai? Et du coup, ils en disaient quoi? Ah bah après, si vous avez vu que des gens en parlaient, dites-le moi, hein, parce que vraiment, j'ai eu l'impression que tout le monde s'en battait les steaks. J'ai eu la même veille que quand t'apprends la mort d'un acteur en te disant mais il était encore vivant lui. Ouais. Ouais, bah c'est compliqué parce que, en gros, pour vous refaire l'historique, donc on a créé les internets, nous en 2016, à un moment où on n'imaginait pas l'ampleur de ce qu'on pouvait faire en fait avec ce mode d'action là. On a fait au départ un collectif qui n'était pas une asso avec principalement des meufs de Mademoiselle que je suis allée chercher. Donc à l'époque, il y avait la rédac chef de Mademoiselle, il y avait la rédac chef adjointe, il y avait une des devs de Mademoiselle, il y avait plusieurs rédactrices de Mademoiselle qui étaient là aussi, qui ont beaucoup porté l'initiative parce qu'elles-mêmes, elles faisaient le constat aussi en écrivant au quotidien sur ces sujets-là, que les meufs étaient tellement peu mises en avant sur les plateformes. Donc c'est parti d'une impulsion à une convention de vidéastes qui s'appelait la Néocast. En fait, on avait squatté l'espace VIP. Moi j'étais en tant que observatrice un peu de ce milieu-là parce que je faisais des études d'éducation aux médias. Je participais aux nuits originales de Thomas Hercouet, plutôt côté orga à l'époque. Et en fait, à la Néocast, ça m'avait marqué parce que moi qui essayais d'avoir un regard un peu Vincent Manilève, tu vois, du milieu, genre un peu analytique de ce qui se passe dans ce milieu-là, ça me sidérait parce que la prog, il y avait 55 de mémoire, il y avait 55 invités, et sur les 55 vidéastes qui étaient invités à la Néocast, il y avait que 5 meufs. Et je me disais, franchement, c'est quand même pas compliqué d'aller chercher des créatrices de contenu, de créer un petit peu de diversité et de se poser la question de quelle image on renvoie aussi en termes de rôle modèle et de représentation quand on fait des programmations qui sont aussi peu paritaires. Et c'était une problématique qui se posait aussi aux Frames à l'époque. Et donc à la Néocast, j'en ai parlé avec avec toutes les créatrices de contenu qui étaient à la Néocast d'ailleurs cette année-là. Et on avait créé un premier petit groupe Facebook dans lequel on avait réfléchi ensemble. Et il y a eu une scission en fait dans ce groupe Facebook parce que il y avait d'un côté des meufs qui étaient en mode bah nous on veut dénoncer à quel point c'est un scandale que la Néocast ne programme pas plus de meufs, à quel point on subit du sexisme dans ce milieu-là. Et il y avait un autre groupe qui était plutôt team. Ok, est-ce que on peut pas créer des projets qui vont donner plus de visibilité aux meufs pour que les orgas comme la Néocast, ils aient plus d'excuses en fait pour ne pas inviter des meufs. Donc c'est pour ça que très vite, quand on a commencé à réfléchir à tout ça, moi je me suis alliée aux meufs de Mademoiselle que j'avais rencontrées au Nu Original. Et quand on a commencé à y réfléchir, on s'est dit très vite, purée, il nous faut un répertoire en fait. Il nous faut un répertoire des meufs qui font des vidéos sur YouTube pour montrer à quel point c'est divers et à quel point c'est pas que de la beauté et du lifestyle, qui n'était pas un problème. En fait, pour nous, on se disait, bah tant mieux, les meufs, elles réussissent en faisant du lifestyle et de la beauté, tant mieux pour elles. Bon, c'est une répartition très genrée de la création vidéo, tu vois, mais bah, ce serait cool qu'on arrive à donner de la visibilité aussi aux petites aux vulgarisatrices qui sont sur Internet, donc les Charlie Danger, Manon Bril... Kali par exemple qui faisait des vidéos, on s'est dit bah vas-y, ce serait trop bien déjà d'avoir au moins ce répertoire là pour que les journalistes qui font des articles sur la création sur internet, que les organisateurs de festivals, ils aient plus en fait l'excuse de on connaît pas de femmes, et bim, on a créé un répertoire de plus de 2000 chaînes de meufs dedans, rien que sur à l'époque on s'était orienté principalement sur YouTube parce que c'était la plateforme qui fonctionnait le mieux. Il n'y avait pas encore TikTok fonctionnait pas de la même manière, c'était beaucoup des TikTok de danse, tu vois, enfin voilà, c'était pas tout à fait la même méta. Twitch pareil, c'était beaucoup moins développé du côté des meufs, et c'était beaucoup plus l'époque des web TV, vous savez, donc c'était
7 ans en âge internet, enfin 8 ans en âge internet, c'est la préhistoire quoi. Et donc, on a réfléchi à quelques projets comme ça. L'Internet Explorer qui a été développé par une de mes potes qui s'appelle Amélie, qui est un outil de fou, quoi, vraiment. Là, on est en train de réfléchir à est-ce qu'on le récupère parce que ce serait dommage que ce truc il meure, en fait. On a commencé à réfléchir à faire des masterclass, des formations. Et puis, très rapidement, on s'est dit, mais il faut qu'on donne de la visibilité. Le premier projet qu'on a fait aux Internet, c'était puisque les gens nous disent qu'il n'y a pas de meufs sur Internet, on va tous les jours partager 2 vidéastes féminines sur une page Facebook. Oui, c'était l'époque de Facebook. Donc, les bénévoles, nous, on faisait une sorte de curation pour trouver 2 fois par jour une meuf à mettre en avant sur la page Facebook des internets. Puis on l'a fait sur Facebook et sur Twitter, et ensuite on s'est mis à le faire aussi sur Instagram. Et en vrai, ça a trop bien marché. On a eu le soutien de créateurs de contenu qui étaient fat et qui nous ont très vite dit trop cool initiative, je soutiens, je relais. Et donc quand on a lancé les internets, on a très vite eu bonne presse auprès de ces créateurs qui eux aussi se demandaient comment est-ce qu'ils pouvaient mettre en avant plus de meufs de leur côté. Donc il y a eu plusieurs choses qui se sont mises en place. Soit ils repartageaient des posts que nous on faisait, soit ils participaient à nos projets. Donc quelques mois plus tard, en fait, on imaginait le concours des Pousses d'Or qui visait à récompenser des meufs qui avaient moins de 10 000 abonnés sur YouTube en leur offrant un petit à l'époque, c'était non, on n'avait pas de petit accompagnement, mais à l'époque, on avait seulement une bourse en fait qu'on leur filait pour s'acheter une nouvelle caméra ou un micro. Enfin, on a commencé au départ comme on n'avait pas de thunes. C'était je crois le premier prix c'était 500 balles, et puis il y avait d'autres prix à 150 €. C'est pas grand chose, mais en fait ça te permet de t'acheter une webcam ou un micro. Quand j'ai quitté l'association Les Internets, les dotations elles étaient plutôt autour de 1 500 €, voire 2 000 € je crois pour le prix CNC. Donc on avait bien upgrade le truc. Oui, Clara Runaway, il me semble que effectivement les internets ont créé quelques carrières, il me semble, en toute humilité. Typico, Clara, elle était, mais dès les premières rencontres et les premiers projets des internets, Clara, elle était dedans. Ça a été, Clara a gagné le premier concours des internets. Le petit 500 balles, Clara, tu t'en souviens ou pas? T'es contente d'avoir eu 500 balles des internets à l'époque ou pas? Et on était, c'était trop cool. Nous, on était fiers de ce qu'on arrivait à faire. C'était à l'époque porté par une quinzaine de bénévoles seulement. Et puis on a été un petit micro là. Ah ouais, le petit H4N. Ah, il a fait plaisir. Hein. Et effectivement, nous, notre but, c'était de réfléchir à des projets qui permettraient à la fois toujours de donner plus de visibilité aux meufs, mais aussi de pouvoir les doter, que ce soit en matériel ou en connaissances, en compétences, pour qu'elles puissent monter dans la matrice, quoi. Et donc on essayait toujours de trouver cet équilibre là-dedans. Donc au fil du temps, on a eu des belles victoires. On a monté des partenariats avec YouTube. On est intervenu auprès des experts de YouTube en leur disant, pour leur parler de la façon dont l'algorithme de recommandation fonctionne, et notamment le système de search, parce qu'en France, il y avait beaucoup d'ingénieurs qui travaillaient sur la recherche et l'algorithme de YouTube. Et donc on est intervenu auprès d'eux pour faire changer les choses. En même temps, il y avait le programme Elles font YouTube qui s'est, quelques mois plus tard, qui s'est lancé. Je n'ai jamais vraiment su pour le coup, parce que ça s'est lancé, je crois, 4 mois après les internets, ou un truc comme ça, et j'étais là, est-ce que on a initié un truc au sein de... Ou est-ce qu'en fait c'était un projet qui était déjà dans les cartons depuis longtemps? Enfin bon, bref, peut-être qu'il y a eu en tout cas le fait que les internets se lancent. Moi, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quand même eu un lien, tu vois, parce que le timing, il est assez précis. Du coup, on a réussi à travailler alors avec toutes les frustrations que ça sous-entendait, hein, quand tu travailles avec des GAFAM, avec eux, de façon à décrocher même plus de financement et de mise en avant pour les créatrices, quoi. On a eu le soutien donc ensuite du CNC, donc le Centre national du cinéma. On a même mis en place un partenariat avec le CNC pour que les meufs qui gagnaient le concours des Pousses d'Or, même si elles n'avaient pas 10 000 abonnés, elles puissent déposer un dossier.
qu'elles puissent déposer un dossier auprès du CNC, en fait, parce que nous, on estimait que même si elles n'avaient pas 10 000 abonnés, en fait, elles avaient un potentiel de professionnalisation qui pouvait être assez cool et qu'elles méritaient d'obtenir le CNC derrière. On a été partenaire avec les sociétés d'auteurs principales, la SCAM, la SACD, et puis on était du coup au festival qui sont organisés chaque année autour de la création web, plutôt orientés type Frames, quoi. On est aussi intervenu dans les parties professionnelles type Frames Pro et quand la guilde des vidéastes, qui était l'organisation qui représentait les vidéastes, est née, on a été aussi très proche de la guilde des vidéastes, notamment dans la recommandation vers plus de mixité. Par la suite, moi, j'ai rencontré les meufs qui ont créé Streamer, Afrogameuses, qui sont des initiatives féministes aussi qui allaient dans le même sens que celui des internets. Et je pense que si on avait poursuivi, il y aurait eu beaucoup plus de ponts qui se seraient créés entre ces différentes initiatives, parce que nous, quand je suis partie, on était en train de se poser la question de comment est-ce qu'on fait une valorisation des meufs au-delà de YouTube. Comment est-ce qu'on intègre un petit peu plus la méta-streameuse, etc. Streameuse, tiktokeuse, voilà. Et en 2020, donc moi j'ai été trésorière de l'asso, présidente de l'asso, coprésidente de l'asso. J'ai toujours été au sein de l'équipe dirigeante, dans le sens où j'étais au sein du bureau. Nous, on avait une organisation au sein du bureau qui était horizontale. On avait en gros 4 à 5 personnes qui étaient très investies dans le fonctionnement de l'asso. Et derrière, parfois on gérait des projets en plus, et parfois il y avait des bénévoles qui portaient des projets. Donc par exemple, les Pousses d'Or, au bout de 2 ou 3 ans, on a recruté une volontaire en service civique, parce que c'était une chouette mission à mener en volontaire en service civique. En plus, moi j'avais une forte volonté de créer une vraie mission de volontaire en service civique, pas une mission qui serait un sous-emploi, quoi. Comme moi j'avais pu vivre une mission hyper positive chez Jet d'encre à l'époque en gérant un espace de création de contenu, quoi. Oui, tout le monde est calme, tout le monde écoute Marie storytelling là. Et donc l'asso, en vrai, elle a même eu une subvention. Je suis allée chercher une subvention du ministère des Droits des Femmes en 2018-2019, pour faire financer certains projets. Et la suite logique de l'asso après 2000, il y a eu le Covid, mais après le Covid, la suite logique de l'asso, c'était 2 projets. On avait l'idée de réussir à créer une résidence pour des créatrices de contenu, qui serait une formation de plusieurs jours des créatrices de contenu vidéo, de façon à booster leur professionnalisation. Je sais pas si ça vous rappelle un truc. Genre Better, par exemple, le projet que j'ai créé avec Nawel. Et on avait un autre projet qui était de créer notre propre festival, notre propre festival de vidéastes. Je sais pas si ça vous rappelle un truc aussi. Histoire de montrer qu'on peut faire les choses en ayant de la mixité, en fait, que c'est pas compliqué. Vraiment, c'est pas compliqué. Et ce dont on manquait là à ce moment-là, c'était de sortir de certains projets qui nous prenaient du temps. Donc on allait relancer une phase de recrutement de bénévoles, notamment pour pouvoir mener ces projets-là on avait commencé à faire des réunions autour de ça, quoi. Ouais, en juin-juillet 2020, j'ai quitté l'asso de façon un petit peu brutale. Après qu'il y ait eu un call-out sur Twitter, sur lequel je ne reviendrai pas, je pense que ce n'est pas la peine, j'en ai déjà parlé. Malheureusement, mon image était tellement liée à l'association, parce que j'en étais la cofondatrice, et en fait il y a plein de moments où j'ai créé des impulsions de projets, même de la création de l'asso et tout, et mon image elle était tellement liée à l'association que je me suis dit bon, en fait il faut que je m'en aille, parce que là c'est en train d'entacher l'image de l'association, alors qu'il faut que l'association elle poursuive ses objectifs. À l'époque, moi j'ai très très mal vécu ce qui s'est passé, et j'ai pas eu la force de garder le cap en disant allez bien vous faire foutre, on va continuer, ce que vous dites c'est du mensonge, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas fait ça, voilà ce qui est en train de se passer. Je n'avais pas ce canal là aussi qui est Twitch pour venir raconter ça, et j'étais moins forte, quoi. J'étais une personnalité publique mais sans moyen d'expression autre qu'à travers le collectif Les Internets, donc c'était très compliqué, quoi, de venir aussi raconter moi ma vérité.
Et donc j'ai quitté l'association. Le truc, c'est qu'en quittant l'association, il y a eu plein de bénévoles qui avaient une vision politique très forte, qui sont partis en même temps que moi, à la fois en soutien à moi, mais aussi en opposition à ce que d'autres bénévoles souhaitaient mettre en place au sein de l'association, notamment parce que en fait on n'était pas d'accord sur les suites à donner à l'affaire qui était en cours sur Twitter, quoi. Et donc on est parti à plusieurs de l'association, sauf que on était les personnes qui, je pense, avaient le plus on était parmi les personnes qui avaient le plus de vision politique. Moi, je suis partie faire mes bails de mon côté. Je suis partie faire mes bails de mon côté en me disant bon, ça m'a vacciné de l'associatif parce que tu donnes beaucoup et le jour où tu cherches de la loyauté de certaines personnes à qui t'as beaucoup donné et du soutien, en fait tu l'as pas. Et je me suis dit ah d'accord, ok, donc en fait là peut-être inconsciemment j'ai donné en espérant recevoir en retour et j'ai pas reçu. Bon, bonne leçon de vie. Mais du coup l'association elle a continué avec certaines, donc avec des membres qui étaient là depuis plusieurs mois voire plusieurs années, qui avaient une certaine vision, je pense, du projet. Et moi, je n'ai pas eu de lien particulier avec ces personnes-là à partir du moment où j'en suis partie. Également parce que certaines me considéraient comme cancelled, hein, donc fallait pas m'approcher, fallait pas me toucher avec un bâton parce que j'étais cancelled. Donc ça en dit long, tu vois. Du coup, moi j'ai eu des échos de ce qui se passait aux internets principalement par des partenaires institutionnels que moi j'ai continué à fréquenter parce que je menais des projets avec eux dans d'autres cadres et puis j'observais aussi un petit peu ce qu'elles faisaient ou leurs activités. Je les ai vus beaucoup parler d'enjeux de santé mentale, de burn-out bénévole, de burn-out associatif. Il y a eu un épuisement quoi de leur part et je me demandais moi quand est-ce que ça arriverait parce que je voyais qu'elles étaient en souffrance dans le truc. Et moi ce que m'a appris ma culture associative, parce que je viens de Jet d'encre, je viens d'Animafac, je viens d'associations qui ont elles aussi eu une certaine longévité. J'ai fréquenté énormément d'associations jeunes et d'associations étudiantes qui ont survécu pendant des années au lieu d'être dissoutes, et en vrai je trouve que c'est le pire truc à faire parce que du coup les gens partent du principe que c'est bon, les internets ça existe encore. En vrai il vaut mieux arrêter parce que du coup sinon tu prends un peu la place potentiellement d'autres personnes qui pourraient avoir cette énergie-là de recréer autre chose, mais d'une page blanche. Et du coup, je me suis dit, c'est fou parce que, en fait, faut pas oublier quand t'es dans une asso que la nature a horreur du vide. Et parfois, je crois qu'il vaut mieux dissoudre une association quand tu vois que ça va pas dans le bon sens, quand tu vois qu'il y a plus d'énergie pour mener les projets, parce que au moins la dissolution, elle peut-être donner un coup de pied au cul à des gens qui se disent non mais attends c'est pas possible là, il faut faire revivre ce truc là. En fait parfois ça va être un déclencheur pour que d'autres personnes reprennent la cause d'une autre façon plutôt que de se trouver l'excuse de ah mais c'est bon les internets le font. Et je trouve que ouais voilà exactement Red Bignou, rien de pire que de débarquer dans une asso mourante au milieu des sauces, c'est clair. Puis moi en fait je suis partie au moment où je suis partie, on avait d'énormes problèmes de communication en interne. De personnes qui étaient en mal-être et qui le disaient pas, et alors qu'on avait tout mis en place, on avait mis en place mais des process de fou, notamment portés par Amélie, pour que chacune puisse exprimer aussi ce qui allait pas et tout. Et donc quand t'arrives dans ce contexte-là avec des tensions où tu comprends pas d'où elles viennent et tout, c'est pas cool. Alors que quand t'as une association qui se recrée from scratch avec que des gens qui sont en affinité les uns avec les autres, comme nous c'était le cas au début des internets aussi, franchement c'est clair, ça permet de mettre aussi beaucoup plus d'énergie dans les projets, il y a plus d'envie en fait. Peut-être que maintenant les extranets vont se créer, moi je le souhaite franchement.
faut pas avoir peur de tout cramer pour repartir sur des bases saines. Parfois, c'est ce qu'il faut faire. Franchement, parfois, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Non, l'asso, ouais, elle a pas été clôturée après mon départ. Et quelque part, moi, tant mieux, parce que ce que je souhaitais, moi, je trouve que c'est trop... Enfin, je trouve ça un peu bizarre, les associations qui meurent après que les fondateurs en soient partis. Parce que ça veut dire que l'asso, elle est beaucoup trop liée à toi, tu vois ou pas? Et moi, je suis d'une culture associative de la passation. Je trouve que c'est cool que les assos, qu'elles continuent à exister quand les fondateurs ils partent, qu'il faut que les fondateurs partent d'ailleurs à un moment pour renouveler l'énergie, les idées, les envies. Et je trouve que c'est tout à fait normal et qu'il faut mettre en place une bonne passation qui se prépare pendant plusieurs années pour faire monter les gens progressivement en compétences pour qu'ils puissent avoir aussi une certaine vision politique des choses, quoi. Et donc à l'époque, on avait passé du temps à former celle qui devait être la future présidente de l'association, mais qui du coup est partie en même temps que moi. Et si les choses s'étaient passées comme prévu, en gros, là, la présidente, elle aurait pris le lead en 2020 et moi, je serais partie, je pense, quelques mois après, quoi. Mais sereine, parce que je savais que elle allait amener une nouvelle vision, qu'elle avait l'énergie pour les projets et tout. Et là, le truc aussi, c'est que du coup, les meufs qui ont récupéré l'asso, elles l'ont récupéré à bout de bras, quoi. Elles étaient déjà épuisées et elles l'ont récupéré à bout de bras, donc je pense que ça aide malheureusement pas à pouvoir repartir sur des bonnes bases, quoi. Et en plus, je pense qu'elles ont dû culpabiliser et se sentir responsables, quoi, il faut qu'on maintienne l'association parce que les internets ne peuvent pas mourir. La cause, elle existe encore, donc il faut absolument qu'on maintienne l'asso. Ma dernière asso, j'ai rejoint la commission communication remplie de prétendants à la direction et politicards locaux qui n'écoutent personne, un plaisir. Ah, je déteste ça, Nomadicats. Hein. Oh, les jeux politiques dans les assos, quel enfer. Hein. Voilà. Mais voilà, moi je pense que du coup c'est... Pour moi, c'était pas je vous avoue, pour moi, c'était pas une mauvaise nouvelle que les internets soient dissoutes. C'est tout à fait normal. Ça fait partie du process des associations et des causes. Ça arrive et c'est parfois nécessaire pour recréer des associations qui sont saines avec des gens qui ont de l'énergie dedans. Parce que du coup, je vous dis, la nature a horreur du vide et il est pas impossible que du coup d'autres personnes se disent on peut pas laisser ça comme ça, quoi. Il devrait y avoir une pluie de subs et minimum 2 subs quand on voit ton parcours. Je sais, une patate molle. Je sais. Une association, c'est une course de relais perpétuelle, quoi. Tu peux pas passer ta vie à courir, mais tu peux passer le témoin devant. Exactement, Maluquel. Très belle image. Je suis complètement d'accord avec ça. Ouais. En 1872, après la Commune de Paris, il y avait des gros désaccords dans la première internationale sur pourquoi la Commune avait perdu, et Marx disait que les désaccords étaient trop importants pour que ça continue et que ça valait plus le coup de faire juste cet orga. Et en gros, tu as eu une vision similaire avec les internets suite à la shitstorm. Bah, même avant, tu vois. Même avant, moi, je savais que l'association, elle pourrait être reprise par des personnes avec lesquelles j'étais pas d'accord. Et en l'occurrence, ça a été le cas. Parce que moi, ce que j'avais envie d'insuffler au sein des internets et avec les fondatrices, vraiment, avec les fondatrices, on était vraiment d'accord là-dessus. On avait une ligne politique qui était: on veut que notre communication soit pour une grande majorité positive. En fait, on veut que notre association serve à l'empowerment des meufs, et pour qu'il y ait de l'empowerment des meufs, il faut qu'on donne envie aux meufs d'être créatrices de contenu. Et donc nous, on ne va pas faire le jeu des médias, de venir dire que quand t'es créatrice de contenu, t'es tout le temps harcelée, t'es tout le temps victime, nanana, tu vois. On n'est pas là pour dénoncer. On n'est pas là que pour dénoncer le sexisme du milieu, sexisme ordinaire du milieu et la sous-représentation des meufs. Nous, on est là pour dire, en fait, les meufs sont là, regardez-les, regardez, elles sont trop fortes. Et on est là pour les former, pour qu'elles deviennent encore plus fortes. Et donc, on était vraiment dans une vibe positive. Et il y a certaines personnes qui sont restées au sein de l'association qui étaient aussi dans cette logique-là, mais il y a eu aussi d'autres personnes qui sont arrivés au sein de l'association et qui ne portaient pas forcément cette vision-là et qui étaient dans une vision féministe plus autour de la dénonciation, du call-out, du name and shame, plutôt que d'être dans une forme de pédagogie. Et moi, en fait, quand j'ai vu ce tournant-là arriver au sein des internets, j'ai fait « je pense que c'est le début de la fin ». Parce que je pense que en allant vers cette direction-là, on ne va convaincre que ceux qui sont déjà convaincus, on va avoir auprès de nous que ceux qui sont déjà indignés,
on va perdre les soutiens institutionnels qu'on avait réussi à obtenir avec cette vision qui était positive et empouvoirante de la création féminine. On entretient la vision vicose des créatrices de contenu sur Internet et on va perdre le soutien des créateurs eux-mêmes parce que on va passer notre temps à les culpabiliser sur le fait qu'ils n'invitent pas des meufs en fait. Et regardez les discours qu'on a aujourd'hui dans la création, dans cette création-là. Est-ce qu'on a réussi à avancer sur ces histoires de représentation? Oui et non. D'un côté, il n'y a plus d'espace aujourd'hui. Ça n'existe plus. Un gros projet dans lequel personne n'arrive en disant « mais il n'y a pas de meuf là, en fait ». Ça n'existe plus. En 2016, mais personne ne checkait ça. On n'était pas en train de compter le nombre de meufs dans les vidéos. Ça n'existait pas. Donc il y a eu je sais qu'on a participé à insuffler cette culture de les meufs sont là et il faut qu'on les mette. Elles sont là et il faut qu'on prenne le réflexe de les inviter parce qu'elles sont toutes aussi légitimes que les mecs sur certains sujets. Je sais que là-dessus, on a fait avancer quelque chose. Par contre, je ne peux pas dire que qu'on ait eu un changement palpable quand on regarde aujourd'hui le YouTube ou le stream mainstream. Parce que dans les vidéos des plus gros créateurs de contenu, il y a toujours très peu de meufs et CF la vidéo de Lapin sur ce sujet-là. Donc le changement culturel, il est toujours hyper compliqué, mais parce que moi je trouve aussi que pendant quelques années là, il n'y a pas eu de communication spécifique plus grand public auprès du grand public pour montrer que les meufs, elles sont trop fortes. Des maglas, tu vois, il y a tout un taf de relations presse aussi à faire pour montrer qu'il n'y a pas que des maglas qui font des gros projets en fait sur internet, qu'il y a plein d'autres meufs qui font des trucs trop cool parce que du coup les gars ils ne connaissent qu'une ou deux meufs et ils les invitent dans leurs vidéos, tu vois. Fallait pas sous-estimer nous le temps que ça nous prenait, mais moi le temps que ça me prenait de networker dans ce milieu-là, de passer des soirées dans les festivals, dans les soirées entre les vidéastes ou même sur certains projets, d'aller chercher les mecs, mais pas d'aller chercher les mecs qui sont déjà convaincus par notre cause, d'aller chercher des mecs qui n'étaient pas convaincus par notre cause au départ, pour que eux deviennent des ambassadeurs de cette parole-là dans ces milieux où il pouvait y avoir soit un côté un peu réfractaire, genre oula, on n'y touche pas parce que c'est nous, par exemple, on s'est jamais dit féministe. Jamais les internets, sur notre site web ou sur les réseaux sociaux, il y avait marqué association féministe. C'était les journalistes qui nous qualifiaient de féministes parce que oui, bien sûr, on était pour l'égalité femmes-hommes, en fait, bien entendu qu'on était une association féministe, mais dans notre communication grand public, on voulait aller chercher les gens en les hackant un petit peu, et on savait que si on disait qu'on était féministe, on se coupait de toute une partie du grand public. Du coup, notre stratégie, c'était de l'entrisme, c'était de devenir pote avec les gros youtubeurs qui mettent pas en avant les meufs. En fait, moi, je sais que ce travail-là que je faisais, d'aller discuter avec les créateurs eux-mêmes et de dire, mais les gars, vous pouvez, enfin, juste, mais tu vois, tranquille, pas en mode, je t'attraque par le col, et je fais un tweet public en disant, alors les grosses merdes sexistes et tout, enfin, ça servait à rien. Moi, j'allais les voir IRL et je leur disais, salut. Do you know 50% de la population? Et franchement, j'ai appris énormément de choses. Là, même ces dernières années, je me suis rendu compte à quel point j'avais un angle mort, les gars, mais tellement un angle mort sur... les internets, c'était pas une association intersectionnelle. Et parce que je ne connaissais pas, moi, ces sujets au départ, à la fois pour créer de l'intersectionnalité avec des personnes LGBT, mais aussi avec des personnes... des personnes non blanches. Et donc, tu vois, nous, pendant des années, on s'est dit, waouh, super, notre palmarès des pouces d'or et tout. Et en fait, tu regardes et tu fais, ah merde, il y a que des blanches. Et c'est un truc que moi, j'ai appris avec le temps. Et aujourd'hui, si je recrée une asso, je serais hyper vigilante à ça. Parce que du coup, nous, je me rendais pas compte que les créateurs de contenu qu'on allait voir, typical, c'était les youtubeurs mainstream blancs. Et ça aussi, c'est important de réfléchir à si tu veux créer des nouveaux rôles modèles, il faut que tu y réfléchisses dans la logique globale de mixité, pas que des meufs, mais aussi des profils qui sont pas des petits bourgeois, qui sont pas des meufs blanches, qui sont pas des meufs hétéros, qui sont pas des meufs cis, tu vois. Donc j'ai appris beaucoup aussi avec après les internets en me disant là-dessus vraiment on a merdé et si je devais refaire les choses, je les ferais autrement, quoi. Mais c'est trop bien parce que c'est un espace d'apprentissage de fou, quoi, ce genre de
de collectif. Voilà un peu ce que je pense de la fin des internets. J'espère que c'est pas... je suis pas trop dure, tu vois, avec les bénévoles qui ont poursuivi parce que je pense qu'elles sont beaucoup pris la tête et qu'elles ont beaucoup taffé et que ça a été très compliqué pour elles ces dernières années, quoi. Tout ça pour dire, moi je poursuis, hein. Je fais mes trucs, je fais mes bails. Better, le Culture Fest. C'était très clair. Ah, cool. J'espère que c'était nuancé aussi. Mais j'espère qu'il y aura d'autres initiatives comme celle-ci qui existeront, qui pourront venir créer d'autres rôles modèles, donner envie à d'autres personnes de se lancer. J'espère. Je pense que c'est hyper important et que ça passe. On a vraiment fait, moi je suis fière parce que franchement, je trouve on a fait du bon boulot. C'est ouf le taf qu'on a abattu et j'en reparlais là avec Chérine et Amélie, mes potes avec qui je suis encore en contact et qui étaient aux internets, mais puis j'ai fait, voilà, Justin par exemple, je l'ai connu parce que c'était un bénévole, un membre actif des internets, quoi. Et j'ai fait des rencontres dans ce milieu-là qui étaient vraiment tellement cool, quoi. Tellement cool. Amélie et Ché restent parmi mes meilleurs amis. C'est trop chouette d'avoir ton retour sur tout ça, c'est inspirant pour des éventuels projets. Ouais. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, mais j'en avais déjà un petit peu parlé, si jamais vous voulez monter des projets collectifs, les gars, ne sous-estimez pas. Il va falloir que vous assumiez de faire du management. Ça veut pas dire que vous allez donner des ordres à des gens. Ça veut dire que vous allez être en constant questionnement sur comment faire en sorte que chacun se sente bien au sein du collectif et que chacun soit à sa place. Et ça va vous demander un temps de fou, les gars. Une énergie de fou. Ça va être des coups de fil en soirée pour vérifier que machin va bien, que t'as senti que la personne, elle était un petit peu moins bien pendant la réunion. En fait, tu vas l'appeler pour savoir s'il y a un truc qui se passe. Enfin, ne sous-estimez pas ça parce que c'est le nerf de la guerre. Si vos bénévoles se sentent pas bien dans l'assaut, vraiment, c'est la mort des projets, en fait. Parce que vous ne reposez que sur l'énergie des bénévoles. Ça et la gratification et la reconnaissance. Remerciez les bénévoles. Donnez-leur des responsabilités. Ne laissez pas les responsabilités que aux personnes qui sont dans le bureau ou dans le conseil d'administration. Accompagnez, formez les bénévoles. Ne leur donnez pas un projet comme ça en disant démerde-toi avec ça. Enfin, il va falloir vraiment manager. C'est un gros mot, mais manager en mode ok, est-ce que tu as besoin petite formation sur comment on a mené le projet l'année dernière. T'as tel outil. Est-ce qu'on peut mettre en place ensemble le calendrier, vérifier que tu es en lien avec tous les gens de l'équipe. Enfin, vraiment, ne sous-estimez pas ça, quoi. Merci Clara, merci beaucoup. Merci. En vrai, ça me touche un peu parce que je vous disais, tout le monde en a rien à foutre de la fin des internets. Il y a bien sûr les meufs qui sont passées par les internets et celles qui ont fait des masterclass ou qui ont eu le concours des pouces d'or ou qui ont été aux rencontres des internets. Ça leur fait un pincement au cœur, surtout dans leur cœur féministe, de savoir que les internets sont terminés, et ça je comprends tout à fait pourquoi. Mais je voyais les quelques remerciements qu'il y avait en dessous des posts. Et moi, j'en ai pas eu beaucoup. J'en ai eu quelques-uns de personnes qui ont vu passer le truc et qui m'ont envoyé un petit message en mode ça va. C'était très gentil. Mais je vous avoue que quand je voyais les commentaires sous les posts de gens qui disaient mais merci pour tout ce que vous avez fait et tout, j'étais là, allez, je le prends pour moi. Je le prends pour moi et on peut être vraiment fiers de ce qu'on a accompli là-dedans. Et c'est pas fini. Franchement, c'est pas fini. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc ça me touche de fou les messages de remerciement, parce que je sais qu'il y a des meufs qui ont changé de vie avec les internets. Les fondatrices de l'asso, elles sont en plein dedans, tu vois. Je sais que Mélanie, la manie du cinéma, elle aurait pas lancé sa chaîne YouTube sans ça. Ma pote Amélie, qui a fait l'Internet Explorer, elle a lancé sa chaîne YouTube aussi, qui est un super passe-temps pour elle. Elle en vit pas, mais en fait, elle kiffe trop faire ça. Je compte pas, je suis incapable de compter le nombre de meufs qui aujourd'hui vivent de ça même, et donc c'est trop une fierté, quoi. Très inspirant comme retour. Ah, trop cool, Sonic Couture. Merci beaucoup.
Merci Aruma, merci. C'est un peu comme être guild master sur WoW. Ça a réveillé des souvenirs quand j'étais en asso étudiante, plein de bons souvenirs, mais ça s'est fini en eau de boudin. Ouais. Bah faut garder les bons souvenirs qu'il y a de l'eau. Merci beaucoup, vous êtes trop gentils, merci. On garde les bons souvenirs. Ce qui est cool, c'est de voir que ça t'a pas abattu et depuis les projets que tu crées sont vraiment cool, ouais. Oh, j'ai eu un... C'était compliqué, Isaline, hein, franchement. Oh. Wow, ça a été... C'est dur, hein. Franchement, c'est dur quand tu quittes un projet comme ça pour lequel tu t'es investi pendant 4 ans et dans ces conditions-là où en plus on te fait croire que t'es la pire personne. Franchement, ça a été difficile pour moi de regagner confiance en ma vision, en fait. En ma vision et en ma façon de mener les projets. Oh, merci Pico, donc. Merci, c'est trop gentil. Donc ouais, j'espère que... J'espère que ça en inspirera d'autres et c'est cool, tu vois, si Ultia, des gens en ont parlé dans le chat et moi tout ce que je peux souhaiter. Le truc c'est que je trouve que ça pose une responsabilité un peu collective là, le fait que les internets soient finis, de se dire ok, là il va vraiment falloir qu'on se batte les gars pour que les gens ils soient conscients qu'on a besoin de plus de mixité et que cette mixité elle se réduit pas que aux meufs en fait. On a besoin de voir des meufs trans, des mecs trans, des personnes non binaires, on a besoin de voir des personnes non blanches qui sont dans absolument tous les rôles, on a besoin de voir des prolos qui réussissent en fait sur cette plateforme et peut-être qu'on a besoin de voir des bourges, écoutez peut-être. Mais on les entend beaucoup déjà les bourges. C'est bon, ils ont déjà ils tirent beaucoup de ficelles déjà, hein, tu vois. Mais oui, on a besoin de même voir des meufs voilées, des meufs qui peut-être des meufs catho. Enfin, on en a trop besoin de cette mixité parce que c'est ça qui fait la richesse de notre société, c'est ce multiculturalisme, c'est le fait qu'on soit pas tous sortis du même moule. Donc c'est trop important qu'on ait tous ces représentations dans des postures de pouvoir comme celle-ci. 明日は戻らないこれはあなたに残した願い桜のように今はただ風に吹かれる土から誇りへ重ねた日々を心に置いて姿が変わる誰かのために生きられるように It's never too late I know it's hard but it won't unless you try固く閉ざされた問題扉に触れきたくすむ胸が奥を惑わせる入り散らってない入り組んだ無許可かすかに残された記憶を頼りに見つけ出そうとしているのです生まれてきたわそうでも諦めないであと少し頑張ってみようかな君のその笑顔で僕は生きていける愛することを教えてくれただからいつも通りのその笑顔で見ていてね君だけのため生きられるように It's never too
shot.